je cherchais à parler. Donc, on va passer à la partie sur la valorisation des bases de données. Et on va commencer avec Sophie Dupuy-Giraud qui va nous parler de Sirocco. J'ai combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes. Rebonjour. Donc je vais vous parler de la base, je pense que ça va être succinct, je vais tenir moins de 5 minutes. La base de données pour la maladie de Randy-Osler, donc qui s'appelle Sirocco. Voilà, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure pour vous dire qu'on était actuellement en pleine modification de cette base de données qui a été créée initialement par Henri Plouchu en 2004. Et en fait, elle a été mise en ligne en 2007. On a reformaté toutes les datas de cette base et on l'a mise en ligne avec un prestataire parce que les Hospices civils de Lyon, à l'époque, nous avaient dit qu'ils ne faisaient pas ça, le développement Internet. En 2007, donc le 1er janvier 2007, elle était accessible sur Internet pour tous les centres de compétences. Et on est en train de la modifier avec des nouveaux items, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc ça y est, c'est fait. On peut rentrer, alors il y a encore des petits bugs, vous voyez, mais on peut rentrer, là j'ai rentré hier des datas sur les traitements par fer, là, donc c'est un patient qui avait eu du fer par voie intraveineuse. Donc ça va être vraiment intéressant parce qu'on pense que, plus qu'on pense, il y a des données pour penser que le fer, la carence en fer a un impact sur les complications qu'on observe dans la maladie de Randy-Osler, entre autres les complications thrombotiques liées aux malformations vasculaires pulmonaires. Et puis, donc, on rentre aussi les données, alors là, il y a encore pas mal de bugs, sur les traitements anti-angiogéniques. Donc là, c'est les biosimilaires du bevacizumab qui sont listés. Voilà, mais on peut rentrer aussi, on a prévu de pouvoir rentrer les traitements anti-angiogéniques qu'on donne Péros, que ce soit le nintédanib, enfin voilà, d'autres traitements anti-angiogéniques. Donc ça, c'est vraiment important pour nous de pouvoir avoir ce registre qui va nous permettre de mieux suivre les patients de manière prospective. Et on rentre aussi les taux résiduels, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est tout nouveau. Donc ça c'est des données sur les traitements anticoagulants, donc c'est un exemple. Donc voilà, on peut rentrer tous les items qui sont au-dessus, on peut rentrer les EIS et les événements indésirables observés. Donc cette base devrait pouvoir nous permettre de recueillir les données de safety des traitements. Voilà, donc en 2023, où est-ce qu'on en est? Donc on a plus de 8000 patients rentrés, mais on peut rentrer les patients non vus en consultation qui servent de maillage pour les familles. En pratique, il y a 6099 patients vus en consultation qui sont rentrés dans la base, dont à peu près 4000 avec une mutation identifiée. Les grandes questions aujourd'hui auxquelles il faut qu'on réfléchisse et voilà, qui sont vraiment un point clé, je pense, comme pour toutes les bases. En fait, avoir une base de données, c'est bien, c'est un excellent outil. C'est pas facile à remplir une base de données. Donc, on a l'aide des attachés de recherche. C'est important. Mais c'est quand même pas facile, quand on est ARC, de remplir une base, ou alors on peut remplir d'après un formulaire, mais d'après un dossier comme on le fait actuellement, je pense que c'est compliqué. Et entre autres, pour les dossiers de Lyon, actuellement, je reprends moi-même tous les dossiers des patients que je vois en consultation. Et je pense qu'il va falloir, Sophie me regarde en faisant la grimace, mais voilà, on se rend compte, je me suis rendu compte que, et c'est normal, parce qu'encore une fois, le travail d'un ARC, c'est pas d'aller interpréter les dossiers qui sont dans les courriers, les données qui sont dans les courriers, mais c'est vraiment de rentrer, en fait, comme on le fait pour le Marfan, c'est-à-dire qu'on a une fiche, et l'ARC recopie ce qui est dans la fiche, mais rempli par le médecin. Voilà, nous, c'est pas ce qui est fait, et je pense que du coup, c'est pas optimal actuellement. Et il faut qu'on réfléchisse à la manière d'améliorer ça. On en parlait avec Tristan aussi tout à l'heure. Et c'est pas facile. Donc voilà, on avait fait le formulaire papier, mais qui est épais, ça fait beaucoup de choses. Voilà, est-ce que moi, actuellement, je remplis lors des consultations, je retourne dans mes dossiers Sirocco. Mais c'est pas facile, ça prend du temps. Alors c'est plus facile qu'avant parce qu'on se connecte plus facilement. Mais voilà, en tous les cas, il y a encore beaucoup de réflexions à avoir autour de cette base. Merci à tous les centres, en tous les cas, qui participent. Et merci de votre attention.
Merci Sophie. On fera toutes les questions à la fin. Alors, je continue. Oui, alors je vais appeler Amal. Où est Amal? Oh, bah, viens, viens. Donc rapidement, je ne sais pas si on est dans les temps ou pas. Si, je suis dans les temps. Oui, ouf. Rapidement, on va vous faire une mise à jour de l'étude COGRAR. C'est un exercice annuel. Donc, voilà, donc on va aller vite. Je ne vais pas vous rappeler ce que c'est COGRAR, hein. Vous connaissez, bien là. Vous connaissez toute cette étude de cohorte nationale prospective des grossesses chez les patientes atteintes de maladies vasculaires rares. Vous connaissez les pathologies qui pour le moment font partie de cette étude, les centres et les objectifs qui avaient été fixés, donc 47 centres maladies rares. Donc ça, c'était un objectif, comment ? Il y a 2 centres qui vont se rajouter lors du prochain amendement, à Nantes pour Randy-Osler et Bordeaux pour Marfan. Voilà. Donc c'est pas facile et merci à Amal parce que vraiment gérer les données administratives et toutes les modifications et toutes, comme vous le savez, les contraintes administratives qu'on a aujourd'hui en 2023 pour utiliser des bases de données, c'est vraiment un travail important. Voilà, donc juste un petit état des lieux par rapport aux inclusions prévues et aux inclusions actuelles. Donc pour le lymphodème primaire, comme vous le voyez, on est un peu en dessous des prévisions, 75 inclusions prévues sur 5 ans, et on est actuellement à 29. Voilà, donc je ne sais pas si les médecins des centres voient des solutions ou si c'est que les estimations avaient été un peu optimistes. Pour les malformations artério-veineuses superficielles, là c'est pareil, donc je ne sais pas, voilà, est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de patients ou pas, puisque 14 patients inclus et 50 prévus. On en parlera après peut-être. Pour les syndromes de Marfan et apparentés, là on est à peu près dans les clous, hein. 59 patients inclus pour les 100 prévus sur 5 ans. Alors il y avait juste une petite, il y a des patientes qui n'ont pas... Ensuite, je crois à Paris, dans les centres, qui n'ont pas répondu au questionnaire ultérieur, mais on en reparlera. Ça, c'est la courbe pour les malformations artério-veineuses cérébro-médulaires. Donc là, c'est pareil, on est un peu en dessous, mais les inclusions se poursuivent. Et pour la maladie de Randy-Osler, on est... Bon, on est dans les clous, on devrait y arriver avant les 5 ans. Mais on continuera, hein. C'est là, on avait été un peu pessimiste. Voilà. Donc, les difficultés à inclure dans certains centres. Donc, Amal, tu avais fait un tableau récapitulatif de tout ça. Je ne sais pas si tu veux. C'était juste pour mettre un peu la lumière sur l'ensemble des centres qui ont eu des soucis. Parce que pour l'instant, on n'a pas récupéré des inclusions de leur part. Donc, si vous voulez qu'on en parle, je pense que c'est le bon moment. Mais voilà, nous avons besoin de l'activation de tous les centres participants afin qu'on puisse arriver à ce chiffre, le fameux chiffre 400 patients. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à remonter l'info à vos patientes, afin, même si elles ne sont pas enceintes, mais elles sont en âge de procréer. Comme ça, au moins, on est au courant et elles sont au courant de cette étude. Et si vraiment elles sont intéressées, certainement, elles reviendront vers les médecins qui permettent leur suivi. Et c'était juste pour rappeler qu'il y a de nouveaux investigateurs qui rejoignent encore une fois le projet COGRAR 5, que ce soit par passation ou bien aussi ouverture de nouveaux centres. Donc que ce soit Dr Blivet à Paris, Dr Espécia à Nantes, Dr Léguy-Ségouin à Dijon, Dr Rondelutz à Strasbourg, Dr Nodian à Bordeaux et Professeur Stéphane à Strasbourg. Voilà, c'était juste pour... Voilà, donc après j'ai pas mis les autres diapos, mais voilà. Avec Tristan, on avait discuté l'année dernière, je pense que c'était à cette réunion, de l'inclusion des patientes avec cette vasculaire. On avait dit qu'on était OK sur le principe. Je crois qu'il y a eu des échanges. Oui, tout à fait. Bon, voilà, on pourra en reparler si tu veux. D'accord, bon. Pardon ? J'ai trop parlé, donc je vous laisse la parole. Merci en tous les cas. Merci à tous de continuer les inclusions. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on réfléchisse
Bon, ça va, j'ai encore 20 secondes. À la suite, parce que clairement, on n'a pas envie de s'arrêter au bout de 5 ans. Je pense qu'on veut, c'est faire une cohorte prospective. Alors certes, on fera une analyse probablement au bout de 5 ans, mais on aura envie que ça continue. Donc je ne sais pas comment, et il faudra peut-être l'anticiper. Voilà. En tous les cas, le discuter. Voilà, merci. Merci Sophie, merci Amel. On va passer à CleanWeb Marfan avec Guillaume Jondot. Je sais pas non plus. Alors. Donc, première notion, c'est que nous, on a eu une histoire un peu mouvementée avec la base de données Marfan, qui avait été fermée en 2018 et qui a donc réouvert en 2021 pour mise en conformité avec le RGPD. Voilà. Bon. Donc, c'est parti et ça marche depuis janvier 2021. Et nous, on a commencé à inclure les patients depuis ce temps-là. Tous les centres de France qui sont en vert ont réussi à passer toutes les étapes administratives qui, vous l'avez compris, sont un peu compliquées. Et reste que Toulouse, le petit village qui résiste à l'envahisseur, qui est situé dans un endroit inhabituel. Mais bon, habituellement c'est les Bretons, mais là c'est pas le cas. Et on espère qu'ils vont finir par céder. Je vois que l'administration est particulièrement difficile. Tu leur envoies la photo ? Alors tu peux leur envoyer, oui c'est ça, ok. Alors donc les patients saisis dans cette nouvelle base, nous on a commencé avant tout le monde, donc voilà, donc il y en a 1400 de chez nous, et vous voyez que ça commence à rentrer dans les autres, hein. Vous voyez que Lille, on est à 35, Lyon à 21, Rennes à 25, Strasbourg à 16, 7 à Dijon, donc ça commence, voilà, ça amorce. On va pouvoir faire du multicentrique. Donc moi l'idée de ce topo-là, c'était surtout de vous motiver, et donc vous montrer tout ce qu'on peut faire avec une base de données, et donc tout ce qu'on a fait avec la base de données jusqu'à présent. Et donc tout ce qu'on a fait avec la base de données, par exemple, il y a quelques publications qui sont dérivées directement de la base de données. Jacques, 2020, les dissections aortiques en fonction du diamètre, je vais vous les montrer. Quantifier la base génétique du syndrome de Marfan et sa variabilité, en 2020 dans le gène, la signification de la dilatation aortique associée à une bicuspidie dans le syndrome de Marfan, donc ça c'est Circulation Cardiovascular Imaging 2019, et la relation génotype-phénotype au-delà des événements vasculaires dans une cohorte de 1500 patients avec une mutation FBN1. Voilà. Donc ça, c'est quand même un certain nombre de conséquences pratiques. Voilà, donc des images, vous connaissez ce tableau qui permet de dire quel est le risque de développer une pathologie aortique à l'âge de 40 ans ou à l'âge de 80 ans en fonction du fait qu'on est soit le premier dans lequel on découvre la mutation dans la famille, soit un apparenté et que c'est une mutation PTC. Alors j'ose pas dire stop parce qu'à chaque fois on m'explique que c'est pas la même chose, mais bon, en fait d'après ce que j'ai compris c'est la même chose. In-frame variant, donc qui sont des changements d'un acide aminé pour un autre, et vous voyez qu'en fonction du fait qu'on retire une cystéine ou qu'on ne touche pas aux cystéines ou qu'on ajoute une cystéine dans la fibrilline qui est la molécule à l'arrivée, eh bien les risques aortiques sont très différents, ça va de 100% à 0%. Donc c'était important comme information pour pouvoir dire ça aux gens, donc ça c'est les hommes, les femmes elles sont moins à risque. Voilà, c'est montré là-dessus de façon claire, elles sont avantagées les femmes, c'est comme ça. L'ectopie du cristallin, vous voyez aussi que ça dépend de la mutation dans la cystéine, c'est beaucoup plus fréquent que quand ça ne touche pas la cystéine ou quand c'est une mutation stop, PTC. Et puis les signes squelettiques, là aussi, il y a une variabilité en fonction du type de mutation, etc. Donc ça, c'est des études qui ont des conséquences importantes et qui sont obtenues à partir de la base de données qu'on a relancée là. Autre étude importante, qui est celle du diamètre aortique en fonction, du nombre d'événements aortiques en fonction du diamètre. Donc ça, c'est dans le Journal of American College of Cardiology, hein, c'est des bons canards, avec Olivier en premier auteur, avec les dissections aortiques de type A ou de type B,
ou dissection ou décès de cause inconnue en fonction du diamètre de l'aorte dans les 2 années qui suivent la mesure. Donc, événement par 1000 patients année. Et vous voyez qu'en dessous de 50 ans, il ne se pose pas grand-chose. Et c'est ce qui est cité à l'appui des recommandations actuelles européennes, américaines. Donc, ça, voilà, ça c'est la base de données aussi. Autre chose qui vient de la base de données, c'est une poursuite de ce que je vous ai montré sur la relation génotype-phénotype, mais pour la valve mitrale, donc ça intéresse que les cardiologues, ça, hein, c'est la valve mitrale, bon, enfin bon. Et donc on a vu que la valve mitrale, quand elle n'était pas bien, qu'il y avait une anomalie au niveau de l'anneau, ça a été associé à plus d'événements aortiques. Et quand on fait la génétique sur notre base, on se rend compte que ceux qui ont cette disjonction annulaire, eh ben, c'est ceux qui ont la perte de cystéine, c'est ceux qui sont les plus graves avec d'autres critères aussi. Voilà, donc tout ça c'est ce qu'on a fait. Il y a un papier qui traîne depuis un moment, et je ne sais pas si on va réussir à le sortir ou pas, mais bon, ça fait partie aussi des histoires longues qu'on vous racontera quand elles seront finies, donc ça c'est juste pour vous dire que ça sonne. Et donc vous savez qu'il est grand classique de dire que quand on a une histoire de dissection dans la famille, les risques de dissection sont plus élevés chez la personne. Eh bien on a regardé dans la base de données quel était le pourcentage de patients qui avaient une mutation FBN1 et qui avait une histoire familiale de dissection, et qui n'avait pas d'histoire familiale de dissection, et quel était le pourcentage dans les 2 groupes qui avaient une dissection. Si c'est associé à une augmentation du risque, on doit avoir plus de dissection chez ceux qui ont une apparenté du 1er degré ou du 2e degré avec une dissection. Et quand on regarde ce qui se passe, eh ben, on voit que dans la famille avec histoire familiale et sans histoire familiale ici, le risque de dissection aortique, il est de 8%, et là, il est de 9%, c'est le même. Alors on se dit, bon, d'accord, est-ce que c'est vrai? Si on prend la chirurgie comme autre marqueur de risque, on compare 18% à 19%. Ah, donc pas forcément en faveur du fait que l'histoire familiale est un facteur de risque. Quand on ne prend que les formes familiales, on retire les cas sporadiques, et bien là aussi, on reste avec des risques qui sont les mêmes. Donc voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir. C'est basé dans toutes les recommandations, c'est marqué, hein, que le facteur de risque, voilà. Donc probablement c'est faux. On va faire d'autres études du même type avec la base. Donc ça vaut la peine de remplir. Voilà. Merci. Et pour finir sur les bases de données de la filière, on va avoir Olivier Miro qui va nous parler de Compare. Bonjour, donc Olivier Miron, je travaille à Bichat, au centre de référence Marfan. Donc la base Compare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base qui est remplie, c'est une base qui est faite pour les gens qui ont une maladie chronique au départ et qui mettent eux-mêmes leurs données dans un site internet qui est fait par la PHP, mais qui est ouvert à tout le monde et à toutes les équipes. Donc on a monté une cohorte Compare Marfan et qu'on a ouvert en mars 2020. Juste avant le Covid. Et donc, pour toutes les discussions de remplissage de base, d'ARC et tout ça, là, c'est le patient qui rentre ses données, donc vous n'avez rien à faire. L'objectif de Compare, c'est de s'intéresser principalement aux conséquences du syndrome de Marfan, enfin des maladies chroniques, mais en l'occurrence du syndrome de Marfan, sur la vie de tous les jours. Donc ça s'intéresse beaucoup à la qualité de vie et au retentissement de la maladie sur le travail, l'activité physique, les douleurs, tout ça. Où on en est, on a inclus, en fait, il y a 284 patients qui ont déclaré qu'ils avaient le syndrome de Marfan et qui ont validé leur premier questionnaire d'inclusion. On a fait un questionnaire spécifique sur le Marfan qu'ils remplissent. Pour faire une cohorte Compare, il faut avoir un comité scientifique, et donc dans le comité scientifique, il y a bien sûr les patients, il y a l'association Marfan qui est représentée, et puis il y a des gens de différents centres de compétences et de référence Marfan du réseau qui participent. Donc ça, c'est les inclusions au cours du temps. Donc ça, c'est les patients qui ont inscrit le diagnostic de syndrome de Marfan. Vous avez vu qu'il y en a un peu moins qui a validé le questionnaire initial. On a un petit plateau ces derniers temps, mais probablement parce qu'on n'a pas publié grand-chose sur les résultats de la cohorte, et donc on nous dit bien dans Compare hein, que si on veut que les gens s'y intéressent, il faut leur montrer que ça sert à quelque chose. Ça, c'est les inclusions sur la France, donc ça représente à peu près les centres de référence. On voit qu'il y a un trou dans le centre de la France, mais je crois qu'il n'y a pas de centre de référence
dans le centre de la France. Il y a un cluster, c'est vers Dijon, ça peut-être, Paris, Bordeaux, mais enfin voilà, on voit que tous les centres de référence s'incluent. On a un problème, enfin il y a un vrai enjeu sur le fait de remplir les questionnaires au cours du temps et de ne pas se fatiguer. Et donc on voit qu'au cours du temps, on a un taux de remplissage qui diminue un peu. Donc il faut qu'on arrive à relancer les gens et à les motiver pour qu'ils remplissent les questionnaires qu'ils reçoivent de façon régulière. On avait fait un premier travail sur le retentissement socio-professionnel sur le Marfan. Les deux choses particulières qui sortaient, enfin trois choses particulières, c'est que les patients qui étaient donc on parle Marfan, ils avaient un taux d'activité professionnelle qui était à peu près égal à celui de la population générale. Que ce qui semblait avoir un retentissement, les gens travaillaient moins quand ils avaient un antécédent de dissection aortique, mais pas de chirurgie aortique préventive. Et quand on regardait les symptômes qui les gênaient les plus, il y avait la douleur et la fatigue. Et donc en discutant avec le comité scientifique, on a décidé de faire un travail spécifique sur la fatigue, qui dans le Marfan il y a une question qui traîne depuis très longtemps, de savoir si le Marfan en soi est source de fatigue. Et puis les autres suspects sont les douleurs chroniques, les médicaments bêta-bloquants. Donc on a fait cette cohorte où on a envoyé aux gens qui sont inscrits comme Marfan deux questionnaires, un questionnaire sur la fatigue et le facit fatigue, et un questionnaire spécifique sur la douleur, et puis on utilise les données autres de compare qu'ils ont déjà remplies. Donc je vais passer vite sur le questionnaire facit fatigue, mais en fait en gros ils répondent à 13 questions, et chaque c'est scoré entre 0, 1 et 4 en fonction de pas du tout jusqu'à énormément. Et donc ça va nous permettre d'avoir un score de fatigue. Et donc on va pouvoir analyser ces différentes données dans deux cohortes. On a aussi proposé aux patients qui sont inscrits comme ayant une hypertension artérielle de répondre à ces questionnaires pour pouvoir une espèce de groupe contrôle, en se disant qu'on allait avoir peut-être des patients qui ont des bêta-bloquants et voir s'il y a le même retentissement des bêta-bloquants sur la fatigue dans cette population. On a recruté les patients entre août 2022 et mars 2023. Ils ont été invités par mail quand ils s'étaient inscrits, déjà dans la cohorte, mais il y a eu aussi une communication sur les réseaux sociaux et bien sûr par l'association Marfan, j'ai oublié le S, dans leur newsletter et des mails et dans les différents événements. Et donc on a recruté sur cette étude-là 162 patients Marfan qui ont répondu au questionnaire, 971 hypertendus. On a un âge médian qui est différent entre les deux cohortes, donc on va voir comment on peut appareiller les deux groupes. Un peu plus de femmes, toujours. 2 tiers sont en couple. Et comme les patients hypertendus sont plus âgés, il y a plus de retraités, ils sont moins en activité professionnelle. Ça, c'est les données toutes préliminaires sur les réponses aux questions. Et on voit qu'il n'y a pas d'énormes différences. Les répartitions sont relativement homogènes, il n'y a pas de choses qui sautent aux yeux. Donc voilà, donc ça c'est le début de l'analyse statistique. Et donc on a 162 patients qu'on va comparer avec 971 hypertendus. On va donc essayer de retrouver les déterminants de la fatigue et les traitements. Voilà. La suite du travail, ça va être de pouvoir faire d'autres analyses. Donc on va refaire l'analyse socio-professionnelle sur un plus grand nombre de patients. Et puis après, il va falloir qu'on rediscute collectivement vers quel nouveau sujet on veut aller. Je vous remercie. Merci Olivier. On est un peu tard, je ne sais pas si on prend quelques questions quand même ou si on passe directement à la BNDMR. Est-ce qu'il y avait des questions sur les 4 bases de données qui ont été présentées? Non, on va passer tout de suite à l'analyse des données Bamara de la filière et aux possibilités de réutilisation et de valorisation de ces données avec la BNDMR par Arnaud Sandrin, qui nous a rejoint. Et le PDF, du coup, est-ce qu'il y a un PDF aussi? J'enlève le PowerPoint et je peux le...
Ok, super, très bien, ça marche. Merci beaucoup. Faut le faire 2 fois et après, d'accord. Ok, d'accord. Bon, j'ai plus aucune chance. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de faire ce topo. Je crois qu'on a prévu 10 minutes de topo et 10 minutes de questions, donc promis, je ne dépasserai pas. C'est un topo sur la BNDMR, en même temps très focalisé, donc il n'est pas du tout exhaustif. Alors voilà, j'espère que c'est un sujet qui vous parle, sinon ça va être peut-être un peu rapide. C'est vraiment focalisé sur comment on analyse ces données, qu'est-ce qu'on voit dans les données aujourd'hui de la filière Fava Multi. Et donc je vais vous présenter ça. Simplement, comment accéder aux données de la BNDMR. Je le dis parce que souvent, vous m'avez demandé, souvent on nous interroge. Ça, c'est le site internet de la BNDMR, bndmr.fr. Je vous montre l'écran aussi globalement parce que ce projet qui est c'est un peu complexe de s'y retrouver. En fait, sur le site, il y a beaucoup d'informations. Vous voyez qu'il y a là, dans les onglets qui s'affichent, il y en a un qui s'appelle par exemple « Études en cours ou réalisées ». Donc c'est typiquement un sujet que je ne vais pas développer aujourd'hui. Vous pouvez aller voir tout ça en détail. Sur il y a une page de transparence qui détaille avec la notice d'information à chaque fois toute l'étude qui est en cours. Vous avez aussi un autre endroit dans le site où on peut trouver, dans ce documenté, on peut trouver les publications scientifiques qui ont déjà été faites à partir de la BNDMR. Donc, voilà. Là aussi, j'élabore pas ça, je m'arrête vraiment sur l'un d'entre vous souhaite utiliser les données de la BNDMR, souhaite faire une étude, comment faire. Donc, la procédure de demande, on met sur le site ce schéma, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est plus simple qu'il n'y paraît. Il y a une adresse mail, on est facile à trouver, c'est l'adresse mail analyse.bndmr@aphp.fr et en fait il suffit d'envoyer très classiquement son protocole et puis ensuite à l'issue d'une analyse par le comité scientifique, l'étude peut être réalisée ou non. Donc il y a différents types de formulaires qu'on met à votre disposition. L'objectif c'est aussi que chacun y trouve son compte. Il y a un formulaire très simple qui s'appelle indicateur. C'est plutôt destiné aux associations de patients qui ne souhaitent pas forcément faire une étude scientifique, mais qui souhaitent déjà accéder à quelques statistiques pour les pathologies de mon association, où se trouvent les patients, quel âge ils ont, voilà, des statistiques assez simples. Et puis, je vais vous détailler le formulaire une recherche. En même temps, je vais le détailler oui et non, parce qu'en fait, c'est des formulaires que vous connaissez bien, qui sont très classiques. Il faut, à gauche, vous voyez bien déclarer qui on est, de manière même un petit peu légale, pour qu'on comprenne bien qui demande. Et puis, à droite, on décrit son étude. Donc, une étude, comme d'habitude, c'est un nom, un critère d'inclusion, une méthode, un objectif. Voilà. L'important, c'est d'être évidemment assez complet. Je pense, pour donner un exemple, une fois, un demandeur avait renseigné la case données administratives simplement parce qu'il souhaitait faire une étude sur la distance entre le lieu de résidence des patients et le lieu de prise en charge pour voir quelle distance les patients doivent parcourir pour aller voir leur médecin. Et n'ayant pas détaillé bien ça, le fait que la case données administratives soit cochée, ça a un petit peu stressé notre comité scientifique, donc on est plutôt revenu vers le demandeur. Donc en gros, voilà, comme pour tout formulaire, il faut décrire exactement ce qu'on veut faire et ensuite le comité scientifique donne son avis. La filière doit être informée. Alors la logique, c'est pas une validation formelle de la filière, mais la filière est informée. Donc il n'y a pas d'études qui se font dans votre dos, je dirais. Voilà. Et d'ailleurs, de toute façon, toutes les études se retrouvent documentées, comme je l'ai dit, sur la page de transparence. Donc vous pouvez constater aussi quelles sont ces études. Le deuxième point que je voulais développer ici, c'est ce que la BNDMR, je vais vous montrer quelques petites informations juste après. Mais au-delà de la BNDMR, vous savez qu'on peut faire des études chaînées au SNDS. Alors, chaînées au SNDS. Donc derrière ce barbarisme un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on peut rapprocher en fait les deux bases de données, celle de l'assurance maladie, le SNDS c'est grosso modo les données de l'assurance maladie, et d'autres bases de données, typiquement la BNDMR. Alors quel est l'intérêt? Les données de l'assurance maladie, elles ont des gros défauts. Alors qu'est-ce qu'elles ont comme défaut? Elles ne sont pas exhaustives. Je suis assuré à la MSA par exemple, je n'ai pas de données dans l'assurance maladie. Donc voilà, on perd quelques patients en route. Deuxième défaut, elles ne contiennent pas d'informations sur le diagnostic précis des patients.
Ce que je dis est dans certains cas un peu faux. Pour certaines maladies rares, on peut quand même s'y retrouver. Je pense si on veut faire une grosse étude métabolique sur certains gros groupes de pathologies, la LD peut suffire pour trouver les patients qui nous intéressent. Et dans ce cas, autant faire son étude directement sur les données de l'assurance maladie. C'est tout simple. Mais dans bien des cas, on s'intéresse à des pathologies qui concernent moins de patients ou vraiment des sous-types plus précis. Et là, quand on cherche dans les données de l'assurance maladie, on peut difficilement les trouver. Il y a d'ailleurs beaucoup de mauvaises sciences qui sont faites sur les données de l'assurance maladie. C'est assez documenté où on va faire une étude, même la publier sur 10, 15, 20 000 patients. Et puis quand on s'approche des centres en question, eux disent nous on est à peu près certains qu'en France il n'y a vraiment pas plus de 500 personnes. Et donc en fait pourquoi? Parce que les méthodologistes, pour essayer de trouver des patients quand même, vont s'appuyer sur des médicaments qui sont à moitié traceurs ou des parcours de soins qui sont un peu typiques, mais ça ne permet pas de savoir exactement qui est qui. Donc d'où l'intérêt de faire un chaînage. Quand vous faites un chaînage, vous avez dans la BNDMR le diagnostic précis, vous savez exactement que vous allez trouver les malades qui vous intéressent, et dans les données de l'assurance maladie, vous allez avoir des choses quand même intéressantes. Je vous ai décrit les points faibles. Maintenant, les points forts de l'assurance maladie, qu'est-ce que c'est? Dans les données de l'assurance maladie, on a 10 années de recul. 10 années, c'est quand même assez long. Et on a tous les soins remboursés. Là aussi, c'est quoi le défaut? C'est que si quelqu'un a été à la pharmacie chercher un médicament, ça ne me dit pas s'il le prend vraiment. Donc, je ne suis pas bien avancé. Mais enfin, vous m'accorderez que si je retourne à la pharmacie tous les mois chercher le même médicament, il y a quand même des chances que je sois vraiment observant. Donc, on peut faire de vraies études sur l'observance. On peut faire de vraies études sur le recours à tel ou tel type de soins, à de l'imagerie, périodiquement. Et donc, on peut typiquement faire des études pour voir si les protocoles nationaux de dépistage et de soins sont bien en place. S'il y a des inégalités territoriales, on peut le voir. S'il y a des régions en France où les gens, justement, ont un parcours de soins qui est exactement ce qu'on veut, et que dans d'autres régions, on s'aperçoit qu'ils ont un parcours de soins beaucoup plus erratique, ce sont des choses qu'on peut démontrer aussi par ce type d'études. Je vous donne un exemple. On en a plusieurs en cours, donc vous verrez. Donc, une qu'on fait qui s'appelle Dromos. Alors, Dromos, qu'est-ce que c'est? Dans l'Antiquité grecque, un dromos, c'est un long chemin avec des sphinx tout du long. Donc comme ça représentait bien un long chemin avec différentes énigmes, différents questionnements, on trouvait que c'était une image pour les parcours de soins. Et cette étude, dans les maladies rares, et cette étude justement, elle vise à décrire les parcours de soins dans les maladies rares pour toute la BNDMR. C'est une étude, la première qu'on a lancée, parce qu'elle est un petit peu pilote, pour regarder tout ça. Et donc on va justement décrire un petit peu tout ça pour toutes les pathologies pour lesquelles on a plus de 100 patients dans la BNDMR. Toutefois, ce n'est pas du tout obligatoire, et là il y a une étude en cours où les données sont actuellement analysées par un biostatisticien sur une maladie rare de l'os qui s'appelle la dysplasie fibreuse ossifiante. Il y a 72 patients en France et on peut tout à fait faire l'étude du coup sur ces 72 patients. Et là vous voyez, c'est quand même intéressant parce que pour aller les trouver dans les données de l'assurance maladie, avec certitude, ces 72 patients, c'est littéralement impossible. C'est d'ailleurs un truc qu'on avait démontré dans une autre publication avant. Et donc là, on peut sans aucun problème dire, ok, super, très bien, moi je vais les regarder tous les 72, je vais regarder sur les 10 dernières années, est-ce qu'ils ont tous le parcours de soins que j'ai envie qu'ils aient, et est-ce que les choses s'améliorent, etc. Donc on peut faire ce type d'études pour autant de pathologies qu'on veut, pour autant de sous-groupes qu'on veut, il n'y a pas de restriction particulière. Les 3 mots que vous voyez en bas, Health Data Hub, c'est peut-être quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Vous savez, c'est un gros projet qui a été lancé au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est encore assez peu sorti de terre, il faut reconnaître. Donc nous, on attend vivement qu'il prenne tout son plein potentiel, parce que ce projet a justement vocation à faire que les choses comme ce que je viens de vous décrire, là, ces appariements, on puisse les faire de manière beaucoup plus facile. Comment ils prétendent y arriver? Ils ont établi un catalogue de bases de données qui auront vocation à être chaînées comme ça de manière pérenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voudra rapprocher des données, on ne le fera pas au coup par coup, les données seront tout le temps présentées comme ça, et vous dites, voilà, moi je m'intéresse aux 97 patients qui ont tel code Orphanet, pas de problème, les données sont tout de suite là, on peut faire l'analyse pour vous. Donc on espère bien que dans les mois qui viennent, la situation va enfin aboutir pour eux. Et là-dessus, que ce sera utile aussi à d'autres, puisque l'objectif du Health Data Hub, c'est pas forcément de s'arrêter là, et j'espère que les autres registres, les autres cohortes qui ont été présentées juste avant, pourront bénéficier aussi de ce catalogue, puisque c'est vraiment l'objectif, c'est d'essayer que les données de l'assurance maladie puissent être beaucoup plus intéressantes pour tous. Voilà, maintenant je vais vous présenter succinctement un petit... alors, est-ce que c'est sur le bureau, je crois? C'est ça, d'accord, voilà. Donc ça, je vous présente maintenant les données qui sont aujourd'hui dans la BNDMR. Donc ça, c'est un petit rapport statistique. Voilà, vous vous dites, c'est surtout une photo. Voilà, donc c'est un petit rapport statistique qui fait quand même 46 pages. C'est simplement pour vous dire que
déjà pour vous rassurer, que je ne vais pas toutes vous les présenter. Mais en tout cas, donc qu'est-ce que c'est? C'est en aucun cas des choses qui sont publiables là tout de suite. Hein. C'est vraiment juste pour vous montrer quelques axes des données qu'on trouve aujourd'hui dans Favamulti. C'est un rapport qu'on va améliorer dans le temps et qu'on distribue aux filières. C'est le même rapport pour toutes les filières. Évidemment, ce n'est pas les mêmes données, les mêmes noms, mais c'est le même rapport. Donc, il y a des choses qui peuvent être pas forcément très intéressantes pour la vôtre, qui le sont pour une autre filière, etc. Mais c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans vos données. Donc, vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses. Je vais juste vous présenter quelques éléments. Je vous passe les éléments méthodologiques. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans la file active qui est renseignée par les centres Favamulti, elle s'établit aujourd'hui à 9200 patients différents, qui grosso modo, donc file active sur l'année qui vient de s'écouler. Hein. Donc sur l'année qui vient de s'écouler, il y a eu 9200 personnes qui ont été vues dans des centres Favamulti, et grosso modo, vous voyez, la moitié avait déjà été vue précédemment, ou en tout cas dans Bamara, ils étaient déjà connus pour une activité précédente, et la moitié était nouveau. Voilà comment ça se répartit. La petite baisse là, on l'observe dans beaucoup de filières, c'est le fait que la saisie se fait parfois très au fil de l'eau, hein, puisque tous ceux qui ont rentré leurs données là, bah, c'est que ils n'ont pas attendu trop longtemps pour saisir leurs données. Pour d'autres centres, la saisie elle se fait un peu plus en décalé, donc voilà, ça c'est pas très intéressant, mais par contre il y a une vraie tendance qui est que chaque mois il y a à peu près un peu plus de 1000 patients qui sont vus, et évidemment il y en a un petit peu moins pendant la période estivale. Voilà, donc ça c'est les chiffres qu'on observe pour les 4 centres de référence Favamulti. Donc on voit qu'ils sont tous, enfin voilà, les tailles relatives des différents centres. Ça c'est un point simplement, mais après, bon, parce que j'ai promis de pas trop dépasser, je vais être vraiment rapide. Vous savez qu'il y a 2 façons de saisir ces données. Il y a dans une application sur internet et il y a ce qu'on a appelé le mode connecté. Donc si vous êtes à la PHP, c'est utiliser Orbis. Si vous êtes à Lille, c'est utiliser Sillage. Si vous êtes à Lyon, c'est utiliser Colemara, etc. Bon, là, votre filière a typiquement plutôt tendance à préférer utiliser Bamara directement, parce qu'il y a en gros 70% des données qui sont saisies direct sur Bamara. Bon, il y a d'autres filières, hein, le Fimato, la journée annuelle était il y a quelques jours, où ils ont un graphique qui est exactement dans l'autre sens, donc ça dépend un peu des hôpitaux sur lesquels vous êtes et aussi de vos habitudes. Voilà. Dans votre filière, on observe qu'il y a une grande majorité d'adultes, hein, la grande majorité des patients qui sont pris en charge dans la file active sont des adultes. Et ensuite, on peut décliner sur pas mal de choses. Encore une fois, je vais vraiment vous faire grâce de tous les détails. Mais voilà, vous avez aussi, bien sûr, vous savez que le code Orphanet est utilisé pour caractériser le diagnostic des patients. Donc, voilà. Bon, je vais pas détailler, mais sachez que ce rapport existe et qui peut vous permettre ensuite de vous dire, bon bah tiens, moi ça tombe bien, je m'intéresse en fait juste à cette pathologie-là, pas à toute la filière. Et donc, je sais que ces graphiques-là, je peux les obtenir très facilement sur une pathologie spécifiquement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et pour qu'on ait le temps de la discussion si vous le souhaitez. Merci. S'il y a des questions. Vas-y. Non, alors ce rapport, il est à la fois pas confidentiel, mais il n'est pas distribué non plus comme ça. Il n'est pas confidentiel dans le sens où il n'y a pas de données personnelles, comme vous avez pu voir, ce sont des données agrégées. Nous, on le donne à la filière, pour l'instant, surtout dans une logique d'essayer de le consolider. Voilà, il faut être gentil avec Guillaume Fourneau. Et... voilà, exactement. Mais ensuite, c'est vrai qu'il peut être distribué sans... En tout cas, il n'y a pas d'enjeu RGPD ou quoi que ce soit, il n'y a pas de données personnelles dans ce rapport. Et tu vas le distribuer. Est-ce qu'on l'a? En fait, vous l'avez eu il y a 3-4 mois et on va refaire un nouveau... Mais c'était la première. Alors, c'était la première occurrence. Je pense aussi que peut-être on l'a pas assez communiqué et on l'a envoyé aussi dans une logique de recueillir des observations. Parce que comme je vous dis, il y a un truc qui est assez embêtant, c'est que c'est un truc qui tourne pour toutes les filières. Donc forcément, il y a des trucs qui sont vraiment très pertinents pour une filière qui va dire ce graphique est génial et l'autre qui va dire moi ce graphique je comprends même pas comment ils ont pu penser à le faire pour nous. Donc voilà, donc on essaie de faire quelque chose quand même qui convienne à tous. Et c'est tous les combien? L'idée nous c'est de le renvoyer tous les 6 mois. Parce que comme c'est des choses qui sont assez stables, il n'y a pas intérêt à l'avoir toutes les 5 minutes, mais tous les 6 mois quand même de l'actualiser et de le bonifier au fil de l'eau. C'est-à-dire si au fil de l'eau vous dites bon moi il y a tel graphique en plus qui m'intéresse, on enrichira petit à petit la chose. Et ça remonte à combien de temps en arrière?
Alors en fait, j'ai pas présenté ça qui est important, c'est que je vous ai présenté le volet fil actif. Donc fil actif, c'est je regarde ce qui s'est passé sur l'année écoulée. Il y a une autre partie qui concerne la cohorte. Donc vous, votre cohorte, je crois que il y a 24 000 patients avec une prise en charge d'Enfava Multi qui sont aujourd'hui enregistrés, si on peut dire, dans la BNDMR. Et donc il y a les deux angles, l'angle l'année dernière et l'angle toute la cohorte. Et donc on peut faire des études du temps et du progrès avec le temps de... Exactement, voilà, sur différents axes. Ouais. Donc les cibles, si j'ai bien compris, des gens qui sont censés déposer des projets ou qui peuvent déposer des projets, il y a les médecins, les centres de référence, mais il y a aussi les associations de patients. Absolument. On n'a pas de critères particulièrement exclusifs au départ. Après, en pratique, voilà, qui sollicite des accès aux données, c'est typiquement des centres de référence. Il y a parfois des chercheurs INSERM qui sont pas du tout membres de la filière. Donc, c'est d'où le fait que c'est important à chaque fois qu'il y a un retour, que la filière donne son avis avant toute chose. Il peut y avoir aussi des industriels. Donc là, c'est pour le coup pas que un avis de la filière, c'est qu'il faut toujours que la filière soit impliquée. Enfin, la filière ou le centre, hein, si c'est sur des pathologies vraiment spécifiques à un centre, dans le comité scientifique s'il y a une étude, mais on fait pas mal d'études avec des industriels et c'est une chose qui peut être intéressante aussi pour financer certaines études, puisque vous vous doutez bien que chaque étude, comme ça prend du temps, il faut que plusieurs personnes interviennent, des spécialistes des aspects réglementaires, des spécialistes de la biostatistique, etc. S'il y a un soutien financier ou autre, ça peut être intéressant. Oui. Justement, par rapport à l'utilisation par les industriels, je suppose qu'on leur facture. Oui. Donc, or, la saisie des données, elle est faite au niveau des médecins, cliniciens qui rendent des données. Et donc, comment est-ce que nous, on a une plus-value par rapport à ça? Ouais. Parce que ça va bien de passer notre vie à saisir des trucs, mais à la fin, on en a juste un peu ras-le-bol, quoi. Ouais, j'ai cru comprendre. J'imagine que c'est la première fois que tu as la remarque. Oui, c'est la première fois que j'ai la remarque. Donc, il y a systématiquement dans la grille de tarification qu'on fait. Les grilles de tarification sont non négligeables. L'étude la plus chère qu'on a fait, le laboratoire a payé 500 000 €. Donc on ne parle pas de montant anecdotique. Hein. Voilà. Et pour une étude sur le SNDS, c'est jamais en dessous de 150 000 €. Donc on parle et les industriels, on négocie avec eux voilà, pour essayer d'obtenir la plus grande partie. Nous, l'équipe BNDMR se garde ce que ça lui coûte de s'impliquer et le reste revient à la filière. Mais comme pour les centres de référence. Après, on discute avec chaque filière et chaque filière donne son avis. Mais pour l'instant, les différentes filières avec lesquelles il y en a eu 4 qui ont été concernées, ont plutôt dit, nous en fait, il y a tellement d'embûches administratives dans les rétrocessions, les choses comme ça, qu'une des façons de rétrocéder, c'est que pour le coup, on met du temps de l'équipe BNDMR à disposition de la filière pour une autre étude sur la BNDMR ou d'autres traitements. Ce que je veux dire par là, si vous arrivez et que vous dites, nous, c'est très bien, on veut faire une étude sur le SNDS, sur et l'air dans l'os, pour voir sur les 10 dernières années comment les patients attendent l'air dans l'os, tel aspect de la prise en charge s'est amélioré. Pour l'instant, nous, on peut rien faire pour vous. On n'a pas de ressources spécifiques pour vous aider, donc s'il n'y a pas de moyens, on fait rien. Si par contre, il y a un industriel arrive et veut faire une étude, pas sur l'air dans l'os, mais sur une autre pathologie, il l'a fait, et à la fin, on dit, il y a 100 000 € qui revient à la filière. La filière peut dire, ça tombe bien, ces 100 000 € ça représente, et on dit le temps que ça prend de biostatisticiens, de spécialistes RGPD, de tout ce qu'on veut, de la BNDMR, qui est mis à disposition de l'autre étude qui n'a rien à voir sur l'air dans l'os, par exemple, et vous pouvez le faire comme ça. Et autre chose que je voulais quand même dire sur la question du soutien à la saisie, c'est que c'est un point qui a été largement entendu par la DGOS et on a entendu toutes les 5 années du plan. Voilà. Donc le montant, il se situera au-delà de 5 millions, c'est sûr. Je pense que ce sera plutôt 6 millions d'euros, mais même peut-être plus, qui sont déjà plus que étudiés, voire déjà quasiment budgétés en vue du prochain plan maladie rare. Après, je parle sous le contrôle de Sophie Lapointe et tout. C'est des choses qui seront validées le moment venu. Mais il y aura, c'est certain, dans le prochain plan, plus de soutien pour le recrutement d'architectes pour aider à cette saisie. Sachant que le discours est toujours le même, c'est que l'objectif, c'est pas de recruter architectes ad vitam. Voilà, il faut essayer de trouver aussi d'autres solutions.
Une solution, c'est l'intelligence artificielle. On l'a largement présenté au congrès RAR. On va essayer de développer des logiciels aussi qui faciliteront des choses et feront qu'il n'y aura plus forcément besoin de beaucoup se fatiguer soi-même pour que les données remontent. Mais on n'est que en 2023, on n'est pas encore dans le futur. Donc probablement que dans les 5 années du plan qui arrivent, ce sera encore par un soutien humain que passera l'aide qui est nécessaire. Et alors, si on veut faire une étude, on s'imagine qu'il faut combien de temps entre le moment où on dépose, le moment où ceci et le moment où cela? Ouais, c'est vraiment très variable sur l'étude. Si vous voulez faire une étude sur la BNDMR pour faire une description, voilà, bah, par exemple avec Christine Bodmer, on a fait une étude sur les épidermolyses bulleuses héréditaires. Ça peut prendre quelques mois si vous voulez. Si on fait une étude statistique qui est relativement simple sur la BNDMR et qu'on fait ensemble. Les études faites sur la BNDMR toute seule, en général, là mon équipe peut intervenir sur la partie biostat et tout ça. Donc en gros, il y a juste un médecin de votre filière qui dit « Ok, moi je veux faire une étude, je vais donc moi dire quelle méthodologie je veux et ensuite on interagit, on fournit des graphiques, des tableaux et on réfléchit parce que les données, il faut toujours un petit peu les fouiller pour arriver à vraiment comprendre et leur faire exprimer la réponse. Les choses sont nécessitent toujours pas mal de traitements. Si c'est sur les données de l'assurance maladie, aujourd'hui c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long parce qu'on en passe par la CNIL, par la CNAM, par beaucoup de choses. Donc aujourd'hui ça peut même aller jusqu'à 1 an et demi, voire 2 ans. Et le but du Health Data Hub, c'est que ces choses-là prennent 6 mois à 9 mois grand maximum. Et ça n'a rien d'impossible, puisque vous voyez bien que ce n'est pas très compliqué de rapprocher 2 bases de données. Donc là, les embûches pour l'instant sont essentiellement réglementaires, quasi uniquement réglementaires, contractuelles, tout ce qu'on veut. Et alors, moi, j'ai pas bien compris finalement, quand c'était que la BNDMR en l'absence du SNDS, c'était gratuit? En fait, la règle qu'on s'impose, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà de notre capacité à faire. Donc, en fait, en fonction des demandes qu'on a, on essaie de répondre au max, et quand vraiment on peut plus, on peut plus. Donc ça dépend en fait un petit peu de chaque projet. Il y a certains projets qui pour nous sont assez simples, parce qu'en fait c'est des choses qui statistiquement, c'est des outils qu'on a déjà développés dans le cadre d'autres filières ou autres. Donc en fait on regarde et on dit ok, bah attendez, nous là pas de problème, on le fait pour vous, vous avez vos graphiques, vos tableaux là dans vous soumettez votre dossier, le comité scientifique se réunit tous les mois, donc vous avez la réponse en maximum un mois, et puis ensuite hop, vous avez vos graphiques, vos tableaux. Dans d'autres cas, vous dites ok, j'ai une méthodologie un peu plus complexe, mais et on peut ou pas accompagner. Pardon, je précise, si vous travaillez avec des laboratoires en santé pub ou en épidémio, eux peuvent tout à fait accéder aux données de la BNDMR. On a une bulle sécurisée à distance, et donc c'est tout à fait envisageable. Et ça arrive dans certaines filières. Question? Oui. Juste une remarque, une question. Je fais partie du conseil scientifique de la. En fait, il n'y a pas tant de projets, puisque effectivement, il y a des réunions du conseil qui sont annulées pour manque de projets. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de développer des indicateurs automatiques? Je sais que certaines filières ont très rapidement les fils actifs des centres de compétences, par exemple, qui leur sont remontés, en fait, je ne sais pas tous les combien, mais très fréquemment. Ça n'a pas été que pour la relabellisation. Et donc ça, j'imagine qu'il peut y avoir quand même des sortes d'indicateurs en fait, qui sont mis à jour au fil de l'eau, parce que c'est des choses, une fois qu'on a écrit la formule, elle est pérenne. Ouais. Et donc, il n'y a pas un moyen de faire une sorte d'interface accessible pour les filières, même pour tout le monde. Enfin, ouais. Les gens ont des maladies rares, les filières, les centres de référence, coordonnateurs et même les centres de compétences, histoire d'avoir une vision un peu, parce que... En fait, c'est exactement le rapport que je vous ai présenté. Et ce rapport, il y a 46 pages. Donc, vous voyez, ça en fait beaucoup. Oui, mais il est semestriel et il n'est pas accessible par tous. En fait, l'expérience montre, et c'est vrai pour toute base de données, qu'il n'y a pas de choses vraiment passionnantes qui sort. Enfin, il faut se poser des questions après plus précises. Et nous, en plus, des filières, on en a 23 en face de nous, des centres de référence, on en a 500. Et donc, en fait, pour le coup, on n'est absolument pas capable de faire des choses standards très pointues qui intéressent vraiment la sous-partie de telle maladie. Voilà. Par contre, donc on essaie d'aller tout à fait dans votre sens. Et c'est vraiment cette dynamique-là. Si par contre, on peut aller plus loin, il ne faut pas hésiter. Je reviens sur un point que vous indiquez parce que donc, est-ce qu'on a beaucoup de demandes ou pas? Bon, vous pouvez en juger sur le site, hein, il y a une trentaine de projets en cours, déjà à peu près le même nombre de publications déjà réalisées. Est-ce que c'est peu ou pas? Mais c'est évidemment extrêmement peu. Je partage à 100% votre constat. Alors pourquoi c'est peu? En fait, c'est curieux. Je pense que la gouvernance fait un peu peur.
Moi, j'entends souvent ça. Les gouvernances fait peur parce que aussi ces données, c'est des données qui ont été collectées par tellement de monde. On sait que ça a été aussi un gros effort. Qu'est-ce que du coup, est-ce que vraiment est-ce que je suis légitime moi à me lancer dans l'étude, sachant qu'il faut que mes collègues aussi, voilà. Parce que aussi chaque projet, encore une fois, ça se fait pas en claquant des doigts, donc il faut aussi s'impliquer dedans. Alors l'épidémiologie, la santé publique, c'est pas forcément ce qui est la préoccupation première des cliniciens. Voilà, je pense qu'il peut y avoir différentes explications comme ça. Il peut y avoir aussi une défiance vis-à-vis de certaines données. Certains se disent, est-ce que c'est des données qui sont peut-être médico-administratives? Je sais que c'est lié à ma mission d'intérêt général, alors peut-être que c'est pas bien saisi. Bon, nous, je sais pas, mais quand on regarde, moi quand je croise des représentants d'associations patients, je leur dis toujours, regardez, sur notre site internet, vous savez que vous avez le nombre de chaque diagnostic par pathologie. Bon, parfois, on n'est pas tout à fait dans les clous de ce qu'attendent les assos. Parfois, on est pile poil dans ce qu'ils attendent. Et pareil, dans les études, toutes les études qu'on a faites où justement on a vraiment fait l'étude, à la fin, ce qu'on a montré, c'est que les pathologies avec les charges en soins les plus importantes, c'est des pathologies pour lesquelles on voit que les patients vraiment, et on peut le montrer, ils viennent beaucoup plus souvent que les autres. C'est des choses importantes aussi à montrer, à prouver que vraiment la charge en soins est importante pour les besoins d'expliquer pourquoi il faut renforcer certaines équipes, etc. Donc voilà. Mais il reste cette défiance aussi, qui a probablement une légitimité aussi. Sur le premier argument sur des automatismes de données, Santé publique France le fait, par exemple, où on peut avoir en direct, ils font des données en live d'infarctus du myocarde, de grandes thématiques, et on peut faire des sous-chapitres. Donc c'est dans cet esprit-là, je pense qu'on pourrait essayer de développer ça. Je suis content que vous soyez là parce que je pense que on a œuvré justement pour que vous puissiez l'exprimer, parce que pour l'instant, Bamara, c'est plutôt vu comme une contrainte que comme un avantage. Et donc, si on peut arriver à motiver de remplir Bamara en se disant que finalement, c'est quand même un outil d'analyse de base de données, c'est tout l'avantage via la BDNR. Et le 3, c'est effectivement, il faudrait qu'on puisse avoir quand même aussi un retour sur la complétude des données. C'est-à-dire que c'est aussi un des points qui manque, c'est que finalement, on sait quand même que c'est pas toujours bien rempli, soit par manque de temps, soit parce qu'il y a des items qui sont pas obligatoires ou des items qui sont obligatoires où on peut un peu fausser, un peu lieu de résidence, on peut mettre France, et lieu de naissance, on peut mettre France. Donc au final, on perd des choses. Et dans ce point-là aussi, c'est que pour chaîner, vous avez besoin d'informations précises. C'est-à-dire que vous perdez aussi du chaînage sur des fiches qui ne sont pas renseignées correctement, s'il n'y a pas de numéro de sécu ou le lieu de naissance, etc. Donc il faudrait qu'il y ait un truc un peu redescendant sur les données qui, du coup, comme elles ne sont pas remplies, ne permettent pas d'aller plus loin dans l'analyse. Enfin, oui, bon, moi je continue, parce que tant qu'on m'arrête pas, je continue. Mais vous m'arrêtez quand je commence à prendre trop de temps. D'abord sur l'open data, on va dire, ce que je vous disais, c'est ce qu'on... faut peut-être ce qu'on a, c'est ce que typiquement, je vous dis, le nombre de diagnostics, le nombre de personnes concernées par un diagnostic, c'est quelque chose qui est public, accessible à tous sur notre site internet, donc c'est très rapide. Sur les appariements avec les données de l'assurance maladie, déjà, ce que vous décrivez, c'est aussi des choses, malgré tout, nous, on essaie de faire le mieux qu'on peut. Après, c'est des choses qu'on retrouve aussi un petit peu partout. Moi, je travaillais sur les données de la PHP pendant le Covid. Je peux vous assurer qu'à la PHP, l'essentiel des gens qui sont pris en charge à la PHP, ils habitent à l'hôpital. Quand on voit, ils sont nés à l'hôpital, même parfois. Bon. Donc, en fait, les bases de données ont des faiblesses inhérentes, donc on essaie de corriger. Après, typiquement, quand on fait des appariements, juste un mot là-dessus. Vous savez que les appariements, on les fait sur la base des activités qu'on a. Donc typiquement, ça c'est ce qu'on appelle l'appariement probabiliste. Donc je suis un petit garçon né le 1er janvier 2000. Il y en a plusieurs en France. Maintenant, il s'avère que 2 ans plus tard, je suis venu à Robert Debré le 3 mars. Déjà là, il y en a peut-être plus que 2 des garçons en France nés le 1er janvier 2000 qui sont venus à Robert Debré ce jour-là. Et puis ensuite, si je suis revenu à Robert Debré 3 mois plus tard, là, il y a toutes les chances que je sois vraiment le seul. Donc c'est comme ça qu'on arrive à corréler avec les données de l'assurance maladie et de dire, ok, là, ce petit garçon, c'est sûr, c'est lui. Après, sur des petits effectifs, on peut revenir vraiment jusqu'au numéro de sécurité sociale qui est parfois collecté, parfois pas. Et quand il ne l'est pas, on peut y revenir. Je vais vous donner l'exemple d'une étude sur 70 patients. Sur 70 patients, si on veut vraiment être sûr de ne pas en rater un, et que le médecin dit, bon, moi, franchement, je ne les ai quasiment pas saisis. Déjà, il a des surprises, parce qu'en général, ils ont dit, oui, mais il y a des collègues qui, eux, l'ont fait. Donc, en fait, il y en a quand même déjà 15 ou 20 qui ont été saisis. Ok, donc il en reste 50 à aller chercher. Alors, je ne dis pas, vous êtes médecin, vous avez 50 patients pour lesquels il faut aller chercher le numéro de sécu. Je ne dis pas que ça se fait comme ça, c'est vraiment compliqué, mais ça se fait quand même quand c'est 50. Donc si vous faites une étude sur 2000 patients,
Et il faudra faire forcément des aspects probabilistes. Si on fait des études sur des plus petits effectifs, où du coup on ne veut vraiment pas perdre un patient, il y a aussi ce genre d'approches qui sont tout à fait possibles et qui permettent de vraiment bonifier les données de manière, je dirais, stratégique. On fait des stratégies étude par étude. Je vais poser une dernière question qui sera la transition avec ce qui suit, ce qui est ce qu'on doit faire nous. Comment vous voyez la filière? Donc si on veut, quels sont tes conseils pour une filière comme nous, pour faire des études avec une base de données comme la tienne? Alors, c'est facile. Premier conseil. Tu as touché là, non? Donc, le conseil, c'est de lancer une ou deux études, idéalement ciblées. Pas chercher à faire une étude forcément sur toute la filière, encore que vous pouvez. Andirard a fait une publication en 2019 sur toute la filière, vous pouvez la voir, c'est la publication d'Orphanet Journal. Mais moi, je vous conseille de vous intéresser à une pathologie, d'essayer d'aller juste, et même un petit groupe de pathologies, et de dire, ok, on va aller voir là-dessus. Et comme ça, vous faites l'étude de bout en bout, et ça vous permettra de sonder comme ça, est-ce que ce qui est possible ou pas. Donc de voir, il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément 50 personnes motivées, mais s'il y a 2-3 personnes motivées pour faire ça, on peut en faire une ou deux, assez simple sur la BNDMR toute seule. Et ensuite, soit concomitamment, soit après, pourquoi pas envisager une étude plus grande sur le SNS. Et je pense que ça va vraiment bonifier les choses. SNS, c'est quand même pas tout de suite. Non, mais par contre...